Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York où se tient la 71e Assemblée Générale de l'ONU que nous couvrons pour vous tout au long de cette semaine. Comme chaque année, cette grand-messe diplomatique est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point sur les crises dans le monde. Une année critique, affirme Ban Ki-moon. Mais les grands dossiers africains, comme la situation en RD Congo, sont-ils éclipsés par d'autres priorités? En tout cas, une chose est sûre, nombre de dirigeants africains profitent de cette assemblée pour mettre le paquet sur l'économie. Décryptage. Washington Forum. Mille merci pour votre fidélité à la VOA. Le président américain Barack Obama s'est adressé pour la dernière fois mardi dernier à cette Assemblée générale des Nations Unies. Il a reconnu que les États-Unis et les autres puissances mondiales n'ont qu'une capacité limitée à régler les problèmes les plus urgents de la planète. Ultime intervention également de l'actuel patron de l'ONU devant cette Assemblée. Ban Ki-moon, dont le mandat arrive à terme à la fin de l'année, s'est montré très direct dans ses propos. Nous l'écoutons. En effet, dans de nombreux endroits, nous voyons les chefs réécrire leur constitution, manipuler les élections et prendre d'autres mesures désespérées pour se maintenir au pouvoir. Les dirigeants doivent comprendre qu'être à la tête d'un pouvoir est une question de confiance accordée par le peuple et non pas de gain personnel. Mon message à tous est clair. Servez votre peuple, ne reversez pas la démocratie, n'échappardez pas les ressources de votre pays, n'emprisonnez pas et ne torturez pas vos critiques. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Deux invités avec moi sur ce plateau. Jean-Victor Nkolo du Bureau Afrique de l'ONU, ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà un parcours reluisant. Et Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain chargé des affaires africaines. Mais avant d'entamer la discussion avec eux, nous retrouvons notre envoyé spécial à l'ONU, Timothée de Nangmai. Timothée, un tour d'horizon des sujets qui dominent cette assemblée avec vous. Alors Jacques, la Syrie, c'est le grand sujet de cette assemblée générale. Et il est vrai que ce dossier a fait l'objet d'une réunion d'information au Conseil de sécurité, mais c'est la préoccupation de la communauté internationale aujourd'hui avec cette vague de réfugiés qui déferle sur l'Europe et qui pose problème aujourd'hui, des réfugiés qui ont fait l'objet de 2 sommets à cette Assemblée générale. Alors concernant la Syrie, le secrétaire général Ban Ki-moon a dénoncé ce qui se passe là-bas, les centaines de milliers de morts de civils. Il a particulièrement pris à partie le régime syrien pour ces bombardements qui font de nombreuses victimes. Ban Ki-moon a aussi parlé de la nécessité d'une transition en Syrie. Il a dit que le sort d'un pays ne saurait dépendre du sort d'un seul individu. À ce sujet, il a dit pas de solution militaire en Syrie, il faudra une solution négociée, mais pour qu'on y parvienne, les parties syriennes devront s'entendre pour aller aux négociations et trouver un compromis. À ce sujet, Ban Ki-moon a aussi appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à faire face à ses responsabilités. Une allusion directe à cette querelle, cette mésentente entre les États-Unis et la Russie au sujet du dossier syrien. Et je l'ai dit, les réfugiés ont fait l'objet de 2 sommets ici et une fois pour une fois, le consensus s'est dégagé. Le problème ne peut être résolu que dans son ensemble et la communauté internationale s'est engagée non seulement à aider les réfugiés et leurs pays d'accueil, mais aussi les pays de départ. Parce que si on ne règle pas les problèmes au départ, on ne pourra pas empêcher les départs des réfugiés et des migrants.
Autre préoccupation exprimée ici, on a entendu Ban Ki-moon tantôt en parler, c'est la démocratie et la bonne gouvernance. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et Barack Obama, le président américain, ont tous les deux parlé de la nécessité des dirigeants d'être au service de leur peuple. Et Ban Ki-moon a particulièrement souligné la nécessité de ne pas pervertir les règles démocratiques, de laisser les règles démocratiques se dérouler normalement. Barack Obama a dénoncé le musellement des journalistes, de la presse, de la société civile dans ces pays-là. Il a dit que tout cela n'est pas du tout de nature à favoriser l'émergence d'une société stable dans ces pays. Et le haut-commissaire des Nations Unies, donc aux droits de l'homme, a exprimé, lui, aujourd'hui, sa vive préoccupation au sujet de la situation qui prévaut en RDC, et il a mis en garde contre une détérioration grave de cette situation qui aujourd'hui préoccupe également vivement la communauté internationale. Jacques? Merci bien, Tim. Alors, je dois dire, c'est formidable de travailler avec vous cette semaine, Tim. Bon travail. Voilà, Timothée de Langmaille qui était en direct de l'ONU. Alors, à propos de la RD Congo, le départ du président Joseph Kabila, ou plutôt, il faut dire, partira pas, continue d'animer les conversations. La capitale du pays, elle, a connu de violentes manifestations cette semaine. Un récapitulatif avec John Lyndon. Climat tendu à Kinshasa. Cette semaine, la ville a renoué avec les démons de la violence. Ces violences, les plus meurtrières depuis janvier 2015, ont éclaté lundi en marge d'une manifestation à l'appel d'un rassemblement d'opposition constitué autour de l'opposant Étienne Tshisekedi. Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi. La police a réagi avec force, une attitude que déplore l'opposition. Est-ce qu'on répond, un État normal répond par des représailles? Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas affaire à un État, nous avons affaire à un État voyou. Ces nouvelles violences ont été suivies d'émeutes. Des sièges de partis politiques ont été incendiés, de nombreux pillages et actes de vandalisme signalés, et le bilan des pertes en vies humaines s'alourdit chaque jour, dans le camp des manifestants comme dans celui des forces de police. Le gouvernement, qui renvoie la responsabilité de la situation sur l'opposition, a laissé entendre qu'il ne fléchira pas devant ceux qu'il appelle les maîtres chanteurs. Ceux qui ont été à la base de ces actes criminels doivent savoir qu'ils n'échapperont pas à la rigueur de la loi, sans omettre les suites civiles des biens qu'ils ont endommagés. De New York, le président français François Hollande a accusé Kinshasa d'avoir provoqué des exactions. La réponse du gouvernement Kabila ne s'est pas fait attendre. La RDC n'est pas un département d'outre-mer français, a retorqué Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Les incidents de cette semaine surviennent en plein dialogue national, une initiative censée sortir le pays de l'impasse électorale. La Constitution interdit à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 de se représenter, mais rien n'indique qu'il soit prêt à laisser son poste. La communauté internationale et plusieurs autres acteurs ont appelé toutes les parties à calmer la situation et à s'entendre sur l'organisation rapide de la présidentielle. Ce jeudi matin, un calme précaire régnait à Kinshasa. Voilà l'état des choses en RDC. Merci bien, John. Parlons-en justement maintenant avec nos invités. Jean-Victor, vous qui connaissez les rouages de l'ONU, des Nations Unies bien évidemment, l'ONU doit-elle convoquer une réunion urgente pour évoquer la situation qui manifestement prend des proportions alarmantes en RDC ? C'est plus que probable, je dirais même que c'est certain, que les Nations Unies évoquent la situation en RDC, comme les Nations Unies évoquent très régulièrement, et je dirais même promptement, les situations de crise dans plusieurs pays, que ce soit la RDC, le Gabon, la Syrie, et chaque fois le Conseil de sécurité, même si c'est en pleine nuit ou en plein week-end, ou même s'il y a d'autres urgences, généralement est convoqué quand il y a ce genre de situation. La RDC n'est pas ici, même si tout le monde reconnaît le sérieux,
la gravité de la situation, la RDC n'est pas un cas unique, loin de là. Pour toutes sortes d'autres situations aussi graves, les Nations Unies, diverses instances, y compris et en commençant par le Conseil de sécurité, se penchent très promptement, généralement, sur ces questions. Oui, d'ailleurs, je me souviens que l'année dernière, l'Afrique des Grands Lacs s'était réunie en marge de l'Assemblée générale pour discuter de la situation en République centrafricaine et de la RD Congo, justement, l'année dernière, notamment en lien avec l'accord cadre pour une paix durable dans la région. Donc la communauté internationale doit faire de même cette année. Cette communauté internationale qui est réunie cette semaine à New York. Tout à fait. La communauté internationale, c'est un bien grand mot. Le Congo est un pays où les Nations Unies sont une organisation présente depuis déjà plusieurs décennies, au moins un demi-siècle. Et donc les Nations Unies, comme les autres partenaires de la communauté internationale, ne peuvent faire que ce que les Nations Unies demandent que les pays essayent de mettre en route. Essentiellement, il s'agit ici, au Congo comme ailleurs d'ailleurs, d'une situation qui va devoir être résolue par les Congolais eux-mêmes. Et la communauté internationale viendra bien évidemment donner son appui. Il y a toute une série de résolutions qui sont adoptées, mais parfois qui ne sont pas appliquées, que ce soit par un partenaire ou par l'autre. Quand on voit par exemple la situation dans l'est du pays, ou quand on voit qu'il y a une opération de maintien de la paix qui est l'une des plus importantes actuellement dans le monde, qui se trouve au Congo, il faut bien se dire que ce soit au Congo ou ailleurs, ou que ce soit des processus électoraux ou des questions de contestation politique, comme on le voit par exemple au Gabon, où un État souverain peut vouloir accepter ou refuser telle délégation ou tel procédé ou procédure. La première chose, c'est d'abord la souveraineté des États et la responsabilité première des citoyens à changer leur cours de vie et à prendre leur sort en main. La communauté internationale vient appuyer, a des résolutions, envoie parfois des forces de maintien de la paix, applique même parfois l'article 7 de la Charte, mais cela n'est pas parfois suffisant. Pas suffisant. Bon, vous parlez de la souveraineté. Il y a beaucoup de critiques, surtout en Afrique, quand il est question de l'ONU. Voilà, on vous dit que chaque année, il y a cette grand-messe annuelle, il n'y a que du blabla, résolution, etc., mais rien de concret. Que répondez-vous à ces critiques? Par exemple, quand on parlait de la situation au Burundi, les gens demandaient, mais quand est-ce que l'ONU pourra intervenir de manière concrète pour peut-être mettre fin à certaines situations? Alors, là, en ce moment, on parle de cette situation en RDC. Certains craignent que ça ne se dégénère. Donc, concrètement, quand est-ce que l'ONU, à quel moment l'ONU peut intervenir? Pour les questions de paix et de sécurité, ce n'est pas toujours aussi facile. Il y a de nombreuses situations dans lesquelles l'invitation des États, c'est-à-dire l'arrivée d'une force, doit concourir ou doit être précédée par une invitation ou une acceptation de l'État souverain vers lequel une force est envoyée ou pour lequel une résolution est adoptée. Mais je pense que ce serait limité de penser que l'ONU ne fait rien et est totalement inefficace. Il y a des situations comme par exemple, quand il y a seulement quelques mois, la crise épidémiologique Ebola a affecté 3 pays d'Afrique, notamment le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, concomitamment, ont adopté une résolution qui a tout de suite produit ses effets avec les puissances et les partenaires et les pays d'un peu partout. On a pu juguler une telle crise. Donc il n'y a pas que les questions de paix et sécurité, il y a un éventail de choses dans lesquelles l'ONU a évidemment parfois des difficultés, des échecs, mais parfois aussi des succès. Brian Newbert, je sais que vous étiez en poste à un certain moment à Kinshasa. Évidemment, les États-Unis sont inquiets par rapport à cette situation en RDC. Alors d'abord, dites-nous comment réagissent les États-Unis à ce qui se passe en ce moment en RDC? Ce qui se passe maintenant, ça nous concerne beaucoup. Il faut respecter la Constitution. Tout d'abord, si nous parlons de cette crise qui vient de plus en plus sérieux, c'est le dialogue qu'il faut avec tous les membres des tendances politiques, avec la société civile. Notre envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Perriello, avec ses collègues a été à Kinshasa la semaine dernière pour accompagner, comme notre collègue ici a dit, pour aider les Congolais à avoir ce dialogue qui est essentiel pour éviter une crise. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de respect pour la Constitution et pour un processus politique.
Oui, Tom Perriello, en fait, qui a dit que cette crise était tout à fait évitable. Donc, quelle est la position des États-Unis par rapport aux élections qui doivent se tenir en RDC? Donc, un gouvernement comme celle du président Kabila qui ne respecte pas la Constitution va vivre des conséquences. Et ce qu'on voit maintenant, ce sont des conséquences violentes qui sont tout à fait évitables, comme notre envoyé spécial l'a dit. Et donc, nous pouvons, les États-Unis, nous pouvons encourager ce genre de dialogue avec l'opposition. Mais exiger, c'est une chose difficile et donc l'histoire devient de plus en plus pire. Et si vous devez évoquer cette situation en ce moment, puisqu'on a cette Assemblée générale qui se tient en ce moment, avec vos partenaires de la communauté internationale, qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ce qui se passe en RDC, peut-être pour essayer d'aider les Congolais, essayer de régler cette situation? Il y a plusieurs exemples en Afrique, un peu partout dans le monde. L'année passée au Nigeria, il y avait une transition démocratique qui était très importante. Maintenant, le président Buhari est président. Il était pendant plusieurs années dans l'opposition. Il y a toujours des défis en Nigeria, mais ça commence petit à petit, fait du progrès. Mais s'il n'y a pas de processus constitutionnel au Congo, on n'imagine pas qu'ils vont faire du progrès vers l'avenir. Jean-Victor, vous vouliez réagir à ce Oui, tout à fait. Je pense que ce que mon collègue du département d'État affirme est tout à fait juste. Il faut, à côté des défis très importants et des échecs qui sont parfois patents, aussi mesurer la réalité des progrès qui ont été accomplis. Je pense d'ailleurs que les États africains qui actuellement sont dans le contexte de la démocratie et de l'alternance, ces États sont numériquement plus nombreux que les États où il y a des difficultés. Et ces États ont parfois été accompagnés. Il y a encore des difficultés dans un pays comme le Mozambique. Mais le Mozambique a connu un accord de paix, une mission de maintien de la paix. Et depuis, on en est déjà à plus de 3 présidents qui ont pris la suite l'un de l'autre. Il y a eu le président Chissano, le président Gobouza, le président Philippe Nyusi. Il y a encore des défis, mais la paix est possible. Et ces pays-là qui ont connu l'alternance vivent tout à fait une situation sereine. Voilà. 2 commentaires à Facebook. Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi. Cela m'étonne que les Nations Unies ne prennent pas des sanctions contre les autorités congolaises qui se livrent au massacre de la population en ordonnant aux forces de l'ordre de tirer à balles réelles. Si rien n'est fait, ça risque d'être grave dans les jours à venir parce que les manifestations vont continuer, ce que nous ne souhaitons pas évidemment. Abdoulaye Diakité, Bamako, mascarade de sommet, on aura un monde juste si les autres prennent conscience que leur développement peut se faire sans la vente des armes. Voilà, l'Assemblée générale de l'ONU à l'heure des défis économiques. En fait, Jean-Victor le disait, il y a toute une palette de choses. Ce sera dans la deuxième partie de Washington Forum, après cette petite pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. All right. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous faisons le point sur l'Assemblée générale de l'ONU avec maintenant un focus sur les défis économiques. Et nous retrouvons nos invités, Jean-Victor Nkolo du Bureau Afrique de l'ONU et Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain chargé des affaires africaines. Alors Jean-Victor, justement, vous le disiez, hormis les questions de paix, de sécurité et de droit, cette Assemblée générale se préoccupe-t-elle également des frustrations et injustices économiques dans le monde? Tout à fait. Il n'y a pas d'ailleurs que des injustices et des frustrations économiques. Il y a aussi maintenant des questions climatiques
qui sont très importantes. Oui. Vous parlez par exemple de la crise au Gabon. Le Gabon est l'un des poumons naturels, l'un des poumons verts de l'humanité. C'est un pays important, c'est un pays à la pointe et c'est un pays qui a joué un rôle important depuis Copenhague sur toute la conversation sur la question du changement climatique. Et d'ailleurs, certaines crises en Afrique ont comme cause primordiale et première la question du changement climatique, le manque d'eau, la désertification. Le président Idriss Déby Itno, le président du Tchad, mais aussi président de l'Union africaine, a dit il y a seulement 48 heures à l'Assemblée générale des Nations unies la tragédie du lac Tchad. Le lac Tchad était un vaste lieu, une vaste étendue. Aujourd'hui, le lac Tchad se réduit à une dimension incongrue. Et bien, c'est dans et autour de ce lac Tchad maintenant que parfois Boko Haram lance ses attaques dans les confins du Cameroun, du Niger et du Tchad. Ceci pour dire que les questions de changement climatique peuvent aussi être des facteurs qui viennent aggraver d'autres situations de conflits qui sont pérennes. Brian, je vais vous donner la parole dans un petit moment. Avant de continuer cette discussion, je vous propose de retrouver ma collègue Tatiana Mosso. Elle a assisté au 2e forum d'affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu mercredi à New York. Alors, Tatiana, qui sont ces chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ce forum ? Il y avait le président ivoirien Alassane Ouattara qui est venu plaider pour l'économie de son pays. Il a aussi annoncé que d'ici la fin de l'année, il y aura bien un référendum en Côte d'Ivoire et il verra très certainement à l'issue de ce référendum nommer un vice-président. Le président nigérian, lui aussi, est venu malgré la menace terroriste au nord de son pays. Et bien, il est venu défendre la puissance économique que reste le Nigeria en Afrique de l'Ouest et sur le continent en général. Il y avait aussi les Sud-Africains, les Togolais ou encore les Sénégalais. On a parlé énergie renouvelable, on a parlé environnement et on a parlé aussi politique, puisque les investisseurs tiennent à être rassurés sur leur façon d'investir sur le continent. Le président Barack Obama qui est venu délivrer un discours positif, notamment envers la jeunesse africaine. Il leur demande de s'impliquer, il leur demande de penser leur futur économique et surtout, il leur rappelle que ça passe par des institutions fortes. Et là, c'est un clin d'œil une fois de plus aux leaders politiques africains pour qu'ils aident à préparer l'avenir de leur jeune génération. Et surtout, pour le président Barack Obama, cet avenir passe par une stabilité économique aussi. Voilà, le US Africa Business Forum. Merci bien Tatiana. Et d'ailleurs, pour revenir à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Obama a évoqué le problème d'inégalité économique dans son discours mardi dernier. Une égalité qui conduit à bien d'autres problèmes d'après lui. Brian Newbert, justement, cette Assemblée est-elle une occasion pour les États-Unis de venir dire à ses partenaires africains notamment comment ils peuvent travailler ensemble pour lutter contre toutes ces inégalités? C'est vrai qu'il y a ce problème des inégalités et ce que le président Obama a dit lors de son discours à l'Assemblée générale, c'est que le système mondial n'est pas parfait, mais on ne va pas l'abandonner. Ce qu'on va faire, on va corriger ce système pour que ça puisse servir 100% de la population du monde. Comme notre collègue vient de dire, le changement climatique, c'est lié aux questions de sécurité, aux questions de stabilité. Et donc, si nous ne pouvons pas faire face à ce genre de défis, on va trouver que ça devient plus pire. Le forum d'hier, ça c'est important parce que c'est à la base le secteur privé qui va développer les pays africains. Et ça c'est la priorité pour la stratégie du président Barack Obama et les États-Unis. Soit on parle du forum, on parle de Power Africa qui vont travailler avec des partenaires pour ajouter 30 000 mégawatts d'électricité en Afrique avec quelques partenaires. Il y a également 10 ans encore de la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique, ce qu'on appelle AGOA, qui a aidé du commerce entre l'Afrique et les États-Unis. Je voudrais revenir sur l'AGOA dans un instant. Alors, en marge de cette assemblée, les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et sénégalais Macky Sall ont profité de l'occasion pour parler des efforts de leur pays en vue d'attirer les investisseurs. Nous les écoutons. Niger a une économie dynamique. Ces 5 dernières années,
le taux de croissance annuel de l'économie du Niger a été de 6%. Et nous prévoyons pour les 5 années à venir un taux de croissance de 7%. Et c'est pour cela que, ici à New York, j'ai essayé de sensibiliser les investisseurs pour qu'ils viennent profiter de ce taux de croissance que connaîtra le Niger les années à venir. Je les ai invités à venir investir dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des ressources naturelles, dans le secteur de l'agriculture. Avec le forum US Africa, nous avons vu le développement de l'investissement privé américain rentrer en Afrique assez rapidement. Tout à l'heure, j'ai supervisé 3 cérémonies de signature sur le domaine de l'électricité pour à peu près 700 millions de dollars. Vous voyez, 700 millions, c'est plus que notre coopération avec les États-Unis depuis les 10 dernières années. Donc c'est avec le secteur privé qu'on pourra véritablement atteindre des niveaux d'investissement très importants pour l'Afrique. Voilà des propos recueillis par l'équipe de la VOA. Un commentaire à Facebook, Alphonse Mbouaki de la RD Congo. Les défis économiques, tant que la gestion reste opaque, gangrenée par la corruption, l'Afrique ne remontera pas son économie. Les défis climatiques, les États-Unis et la Chine, les 2 grands pollueurs ont adhéré aux recommandations du sommet de Paris pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. J'ai vu Brian tiquer un petit peu. Alors Brian, la capitale américaine accueille lundi prochain le 15e forum de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, cette initiative commerciale liant le gouvernement américain et l'Afrique subsaharienne. Alors quel bilan faites-vous de l'AGOA et comment se présente l'avenir au-delà de cette initiative ? Donc, dans les 10 ans qui viennent de passer, les exports africains non pétrole, je parle de produits non pétroliers, ont triplé en Afrique. Et hier, au forum dont on vient de parler, on parle de quelques 9 milliards de dollars de projets et initiatives qui sont nouveaux. Ce sont des chiffres, mais vous devez visiter une usine, voir une jeune femme qui a un emploi, un boulot, un salaire elle peut contribuer à la maison pour les biens, pour la famille. Les jeunes peuvent aller à l'école. Ça, c'est vraiment l'objectif pour l'AGOA, c'est de créer ce genre de possibilités dans le secteur privé. Alors, Jean-Victor, il y a tous ces défis économiques, ces défis climatiques. D'ailleurs, il faut dire, le président nigérien, on a beaucoup parlé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant-hier. Donc, il dit que le Niger, évidemment, est soumis aux aléas climatiques. Mais en même temps, au sujet de tous les différends qu'il y a, par exemple au Conseil de sécurité, qui font reculer pas mal de choses. Et même au niveau, par exemple, de l'accord de Paris, on parle déjà de lenteur pour sa mise en application éventuelle, donc que les choses ne bougent pas. Donc, ça augure quand même pas de très bonnes choses pour l'avenir. Oui, peut-être, mais disons tout d'abord qu'il faut féliciter la ratification de plus en plus importante par de nombreux pays de l'accord de Paris. Ici, à New York, d'autres pays ont ratifié cet accord important. Maintenant, et bien évidemment, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il faut aller de l'avant. Mais nous avons regardé tout à l'heure, nous avons écouté le président Macky Sall du Sénégal, nous avons écouté le président du Niger, nous avons évoqué le Nigeria et nous avons vu des images du Congo. Qu'est-ce que toutes ces images ont en commun? Elles ont en commun, à mon avis, 2 choses qui me paraissent être les priorités que le continent africain, et ça c'est un avis tout à fait personnel, doit aborder. Premièrement, le dividende démographique. Il faut investir dans la jeunesse. C'est elle qui sera l'Afrique de demain. Il faut que les jeunes filles et les jeunes gens puissent avoir une sécurité pour aller à l'école, une sécurité pour bien manger à la maison, une sécurité pour être soignés quand ils sont malades. Et notamment les jeunes filles, parce que c'est elles qui portent l'humanité. Quand elles sont jeunes, elles porteront les familles et elles porteront le pays quand elles seront des femmes, quand elles seront adultes. Donc, leur santé sexuelle, la santé dans leur reproduction, quand elles font des enfants,
tout cela, à mon avis, est là où il faut le mieux investir. La deuxième chose, c'est la paix. Investir dans la paix, ça veut dire investir dans le cœur et la tête des hommes et des femmes. Et que ce soit au Congo, au Niger, au Sénégal ou au Gabon, la chose la plus importante, c'est que la génération d'aujourd'hui doit faire ce qui est bien pour la gestion de demain. Et ces deux points sont les plus importants. Je vous remercie. Voilà, merci à nos invités, Jean-Victor Nkolo, Brian Newbert. Merci aux équipes qui ont aidé à la réalisation de ce Washington Forum, à Washington, à New York et à l'ONU. Merci à Timothée de Nangmai. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à New York. Je vous dis à très bientôt. Take care.